Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Gouvernance et corruption ont fait l'objet d'une conférence au Botswana les 13 et 14 juin. Une rencontre organisée par l'Union africaine et les bailleurs de fonds internationaux pour tirer des leçons post-Covid afin de renforcer les systèmes de gouvernance et d'intégrité. La Tunisie veut développer son mix énergétique. Le pays envisage de mobiliser un investissement annuel de 900 millions de dinars pour mettre fin à sa dépendance extérieure et pour redynamiser de 35% les projets énergétiques d'ici 2030. Et le gaspillage est banni à l'heure où la question de la sécurité alimentaire s'invite à la table de nombreux pays. Le Ghana détient depuis plus d'une décennie Food for All Africa, une banque alimentaire fondée par le chef Elijah Addo pour aider les populations les plus vulnérables. Mais tout d'abord, le climat reste tendu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce mercredi 15 juin à Goma, localité située dans l'Est congolais, à la frontière avec le Rwanda. Leur mot d'ordre, dénoncer, je cite, l'agression rwandaise et exprimer leur plein soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Au moins une personne a été blessée lors de cette manifestation. Rappelons que Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23 qui sévissent dans l'Est congolais. Après la parole, les actes au Mali, le retrait des soldats maliens de l'organisation sous-régionale de lutte contre le terrorisme G5 Sahel a débuté. Les instructions pour concrétiser ce désengagement ont été données le 14 juin. Rappelons que le 15 mai dernier, le Mali avait annoncé son retrait du G5 Sahel pour contester le fait que la présidence tournante de l'organisation, qui devait normalement lui revenir depuis février dernier, ne lui était pas accordé. Rappelons que l'effectif malien représente près de 1400 hommes sur les 5000 que compte la force conjointe du G5. Le Botswana a accueilli les 13 et 14 juin une conférence de haut niveau sur la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Une rencontre organisée par l'Union africaine et le Fonds monétaire international pour améliorer les possibilités de croissance post-Covid grâce à la bonne gouvernance. Reportage de notre envoyé spécial au Botswana, Fraterne Takeisenga. Une conférence de haut niveau sur la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption a été organisée par le Fonds monétaire international en collaboration avec l'Union africaine et d'autres partenaires à Gaborone, la capitale du Botswana. Elle s'est tenue du 13 au 14 juin 2022 et a vu la participation des hautes personnalités africaines et experts en matière de gouvernance et d'économie. Weak governance and corruption. Nous le savons tous, une mauvaise gouvernance et la corruption ont non seulement un impact négatif sur la prestation des services dans un pays, mais elles causent aussi l'augmentation des prix des services. Ceci affecte le budget du pays, étant donné les allocations d'argent aux projets gouvernementaux et aux fournisseurs des services qui ne génèrent pas les résultats escomptés. Alors que l'économie mondiale est fragilisée par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, l'Afrique a besoin de redoubler d'efforts en matière de bonne gestion des ressources financières comme stratégie d'adaptation. This issue is more than just about wasted money. La corruption dépasse la seule question du gaspillage des deniers publics. Elle érode le contrat social et la capacité des pouvoirs publics à faire profiter l'activité économique au bénéfice de tous les citoyens. Ce problème n'est certes pas nouveau. Et à l'heure où nous traversons plusieurs crises concomitantes, la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et les difficultés persistantes liées au changement climatique et à l'insécurité au Sahel, la bonne gestion des affaires publiques révèle une urgence inédite.
Malgré les engagements pris par les dirigeants africains pour lutter contre la corruption, l'Afrique subsaharienne reste la région la moins bien notée du monde selon l'indice international de perception de la corruption de Transparency. Par contre, quelques pays se distinguent par leurs efforts à relever ce défi, comme le Rwanda, les Seychelles, le Botswana et bien d'autres. Pour les pays situés au bas du classement, tels que la Guinée équatoriale, la Somalie ou encore le Soudan du Sud, la voie à suivre pour sortir de la corruption endémique reste ardue selon les experts. Dans le reste de l'actualité, 59 000 milliards de francs CFA, soit 26 milliards de dollars. C'est la somme que doit débloquer la Côte d'Ivoire sur 5 ans pour réaliser son plan national de développement 2021-2025. Il s'agit du 3e PND de la présidence d'Alassane Ouattara. Les 3/4 seront financés par le secteur privé. Le reste devrait provenir des bailleurs de fonds internationaux. Ce mercredi 15 juin, le gouvernement ivoirien recevait les partenaires techniques et financiers. Les autorités ivoiriennes espéraient mobiliser quelques 9 000 milliards de francs CFA de leur part. La Tunisie paie le prix fort de sa dépendance énergétique externe à l'heure où la conjoncture économique internationale est perturbée face au déficit énergétique constaté qui a atteint un pic de 59% en 2019. Les autorités tunisiennes optent pour les énergies renouvelables. 900 millions de dinars vont être mobilisés à cet effet. Un sujet de Marie-Raphaël Antolo. La Tunisie ambitionne de mobiliser un investissement annuel de 900 millions de dinars tunisiens pour booster ses projets énergétiques. À cet effet, de nouveaux appels d'offres de production d'électricité à partir des engrais renouvelables seront lancés dans quelques semaines, a annoncé la ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Neila Nouira Gongui. Alors, la Tunisie connaît un déficit effectivement au niveau énergétique parce que c'est un pays qui importe son énergie pour une part non négligeable dans la richesse de l'État tunisien. Et aujourd'hui, c'est problématique parce que lorsqu'un pays se développe, forcément, il a besoin d'énergie. Et lorsque ces énergies sont importées, ça creuse effectivement la balance commerciale. Et là, pour le coup, la Tunisie prend une décision qui va dans le sens de l'histoire, puisque les énergies renouvelables sont l'avenir, non seulement pour l'exportation, et ça peut représenter à ce titre-là une manne en termes économiques, au niveau de l'emploi et au niveau de ce que ça peut rapporter à l'export. D'après les autorités tunisiennes, le pays fait face à un déficit énergétique qui ne cesse de s'aggraver. Ce déficit est passé de 10% en 2010 à 48% en 2021, avec un pic de 59% en 2019 selon les autorités du pays. Aujourd'hui, un pays qui souhaite se développer doit avoir une part d'énergie renouvelable produite sur son propre sol pour pouvoir alimenter son économie et ne pas dépendre essentiellement des conjonctures économiques. D'après le ministre de l'Énergie et des Mines tunisien, le pays projette de mettre en place une capacité supplémentaire de 4300 MW de R d'ici 2030, soit une capacité annuelle de 500 MW sur une période de 8 ans. La question de la sécurité alimentaire, qui est au cœur des actuelles discussions internationales, a été mise sur la table depuis une décennie par le Ghana. Le chef Elijah Addo, initiateur de l'organisation Food for All Africa, a fondé la plus grande banque alimentaire d'Afrique de l'Ouest, une initiative qui vise à réduire le gaspillage alimentaire au profit des populations vulnérables. Un sujet de la rédaction. Combler le fossé entre l'abondance et la rareté, c'est la mission que s'est donnée le chef gastronomique ghanéen Elijah Addo. Il y a 11 ans, il a l'idée de fonder Food for All Africa, une banque alimentaire pour les populations les plus vulnérables au Ghana. En 2011, je suis entré en contact avec un homme handicapé mental qui emballait des aliments à emporter avec ses collègues dans la rue. Juste par ses actions, un jour, j'étais très intéressé à savoir pourquoi il faisait ça. Donc, en demandant pourquoi il fait ça, dans notre langue locale, il m'a dit « S'il ne le fait pas, qui va nourrir les personnes vulnérables ?» Il m'a fait voir qu'au lieu de jeter les restes de nourriture de l'hôtel où je travaillais, nous pouvions facilement les emballer et les donner aux personnes vulnérables. La faim coûte cher au Ghana. Plus de 28% des Ghanéens ne peuvent pas se permettre de dépenser plus d'$1 par jour en nourriture, selon les données gouvernementales de 2016.
Dans son food truck, Elijah Ado distribue des repas conçus avec environ 40% des ingrédients invendus des supermarchés, des grossistes et des agriculteurs. Des stocks invendus qui finiraient autrement dans les décharges, avec des conséquences économiques et environnementales. Lorsque la nourriture est gaspillée, ce n'est pas seulement la nourriture que vous avez gaspillée. Vous avez gaspillé de l'argent, vous avez gaspillé des espaces de stockage, vous avez contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Et collecter cette nourriture avant qu'elle ne soit gaspillée, pour ceux qui n'avaient pas accès à la nourriture, vous avez créé un moyen de nutrition, vous avez économisé l'argent qui aurait été gaspillé, et vous avez également créé une image positive du soutien de votre communauté en tant qu'entreprise. L'organisation Food for All Africa est la première et la plus grande banque alimentaire d'Afrique de l'Ouest, avec environ 3 millions de repas distribués depuis 2015. Cette initiative solidaire a permis au chef Elijah Ado d'être décoré du prix Young Leader par la reine Elisabeth en 2017 au palais de Buckingham. La fête ne finit pas au Sénégal depuis que le pays a remporté la première Coupe d'Afrique des Nations de football de son histoire en février dernier au Cameroun. Une tournée s'est déroulée du 15 mai au 13 juin dans les 14 régions du pays pour présenter le trophée de la CAN aux populations. Retour sur cet événement qui a suscité l'engouement avec Cheikh Omar Kamara. Entamée il y a presque 4 semaines, la tournée du trophée de la CAN 2021 remportée par les Lions de la Teranga est entrée dans sa dernière ligne droite au cours du week-end dernier. La caravane qui a sillonné 14 régions dans la zone du nord, du centre et de l'est est arrivée samedi 11 juin en Casamance, au sud du Sénégal. Le Trophy Tour est ainsi un grand moment de communication et de partage de la fierté d'appartenir à une nation de sport et de sportifs. Tout ce qu'on a mis dans l'équipe nationale, le travail de la fédération, l'État et tout ce qu'on a fait, le calcul et le résultat ne donnaient que le trophée africain. C'est pourquoi j'ai dit à l'entraîneur que la finale ne nous intéressait pas. Ce qui nous intéresse, c'est le trophée africain. Prétextant l'engouement populaire partout où le trophée est passé à travers le Sénégal, le ministre des Sports Matar Ba a lancé un défi au sélectionneur Aliou Cissé pour le mondial 2022 au Qatar, à quelques mois seulement du début de la compétition. Un compétiteur reste un compétiteur. Aujourd'hui, nous allons à la Coupe du Monde. Bien sûr que nous avons des ambitions, mais il est important aussi que ces ambitions soient des ambitions atteignables. Voilà, donc ça veut dire que oui, nous sommes ambitieux fortement, mais nous restons réalistes aussi. Le Trophy Tour participe au maintien de l'engouement suscité par les récents résultats obtenus par les Lions de la Teranga suite au premier titre de champion d'Afrique de la CAN Cameroun 2021 et à la qualification à la prochaine Coupe du monde de football prévue en novembre 2022 au Qatar. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.